Allô? Oui, Ouais, Bert, tu m'entends? ouais, très bien. Ok, parfait. Alors, je vais appeler aussi. Alors, il faut que je l'ajoute. Curieux, donc bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Il est 18h02, j'ai donc 2 minutes de retard. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'est ok? Au niveau du son et de l'image. Et on peut recommencer tout de suite. Donc ce soir on va parler entre autres de trading automatique avec notamment Curunir, donc du site leforexer.fr qui a réalisé notamment des générateurs d'Expert Advisor, donc dont un générateur d'Expert Advisor qui est vraiment bien fait. Je vais essayer de l'ajouter à la conversation, alors si j'arrive à la voir. Pop pop pop, alors je vais essayer de voir sur MSN. Ça va Bird? Ça va et toi? Ouais, tranquille. T'as pris des positions cette semaine? J'ai pris une position cette semaine, je sais plus laquelle, c'était sur le compte intraday. Il me semble que c'était un long sur l'euro-dollar et depuis j'ai uniquement un sell stop qui Ok. n'a pas été encore déclenché. Et c'était une position gagnante sur... Ouais, 20 pips, 20 points, très court terme, quasiment du scalping, ça s'est joué sur quelques minutes. Ok, alors... Ah oui, je me rappelle, je crois que tu l'avais annoncé sur le chat, notamment cette position, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Roland qui va nous rejoindre, alors attends, il faut que je l'ajoute, conversation. Ajouter du monde, voilà, et donc Roland, Roland, voilà. Alors, normalement il a dû nous rejoindre. Allô, Roland, est-ce que tu nous entends? Alors, désolé, hein, on se met au point, ce soir on sera 3 à participer à l'émission. Hein. Allô? Ouais, Roland? Ouais, oui, salut, ça va? Ok, on t'entend bien. Bird, tu Ouais, m'entends c'est- toujours? Oui, super. Ok, bon bah c'est parfait. Alors, je vais juste vérifier si on m'a répondu. Genesis me dit qu'on m'entend très bien. Karim aussi. Jérém, son image, ok, parfait, on peut commencer. Bienvenue à vous deux. Bard, on te connaît bien, on te retrouve chaque mardi soir dans le podcast Vidéo Bourse. Curunir, on te connaît bien en tant que membre du site Vidéo Bourse, également comme créateur du site leforexer.fr. D'ailleurs, dès le début de l'émission, je laissais les adresses des deux sites de mes collègues de ce soir. Donc, lifeisatrade.wordpress.com, c'est le site de Birdcom. Donc, je vous laisse l'adresse sur le chat. Bien sûr, pour communiquer, pour participer à l'émission en direct, n'hésitez pas à participer sur le chat bleu en bas à gauche du cadre de diffusion. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, ça prend 2 secondes, voilà. Donc je vous ai mis l'adresse de Life is a Trade, je vous mets l'adresse de leforexer.fr et on va commencer notre émission. Alors, Curunir, je vais te laisser je t'appelle comment pour l'émission Curunir, ça te va? Tu peux m'appeler Roland si tu veux, enfin je sais pas comme Ok, tu veux. Roland, ok, parfait, ouais. Je te laisse te présenter rapidement, enfin ton parcours dans le trading, depuis quand tu es sur les marchés et l'approche que tu as actuellement. Ok, ben moi le trading ça fait 2 ans et demi on va dire, voire bientôt 3 ans que j'en fais. Pour l'instant je suis à la fac, globalement ça fait depuis la première par là que j'ai commencé. Et mon approche, donc c'est plutôt orienté vraiment analyse technique, hein, l'analyse fondamentale j'y connais moins que rien on va dire. Je suis beaucoup sur l'analyse chartiste. Globalement j'utilise pas mal les moyennes mobiles. Sinon mon approche plutôt day trading, H1, H4, des fois M30 mais pas souvent, et je suis de plus en plus trading automatique maintenant. Enfin ça fait un petit moment que je programme mais c'est assez laborieux pour faire des IA relativement performants. Voilà. Ok, jusqu'à présent, est-ce que tu as déjà réussi à obtenir de bons résultats ou dans l'ensemble Oui, tu au stagnes? niveau au trading, ouais, ça dépend. Bon, j'ai fait claquer quelques comptes au début, évidemment, comme pas mal de monde, je présume. Mais au début, donc maintenant, oui, j'arrive à faire, bon, c'est pas miraculeux, hein, j'arrive à faire autour des 7-8% par mois, on va dire, sur une moyenne. Hein. C'est pas tous les mois que je fais ça, des fois je fais plus, des fois je fais moins. Ça tourne plutôt bien, on va dire, ça va. Donc, pardon, alors tu as dit en moyenne, en pourcentage, ça te représente combien de... Autour des 7% sur les 4 mois, on va dire, les 4 mois derniers, en pourcentage, je fais à peu près 7% par mois.
Ouais, c'est vraiment bon, c'est déjà des performances tout à fait intéressantes. Donc comme tu dis au début, tu as quand même eu du mal, comme la plupart des gens qui débutent. Hein, voilà, je crois qu'il y a très peu de traders qui débutent sur les marchés en gagnant de l'argent. Donc arriver à assurer 7% par mois en continuité, c'est déjà vraiment excellent. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Bird, 7%, est-ce que toi ça tirait comme performance mensuelle? Ouais, 7% c'est très faisable et c'est très bien si tu vraiment y arrives à le faire. Si c'est un objectif qui est rempli tous les mois, mais c'est très faisable. Enfin, donc, mais c'est quand même une belle performance de parvenir à accrocher 7% tous les mois. C'est quand même très très bon. Le but c'est surtout de faire de la régularité, quoi. C'est c'est de pas lancer à fond un coup 20%, un coup moins 10 et puis essayer pas prendre. Je prends pas beaucoup de risques par position. Hein. Je suis elle est un peu spéciale la stratégie, mais je suis à peu près sur une position, je prends 1% de risque à peu près, donc c'est pas la cata. Et je prends pas trop de positions non plus, donc ce qui fait que je trade pas des masses et des masses, je m'expose pas à fond, quoi. Et justement, donc tu dis que tu risques environ 1% par trade. En termes d'objectifs, tu respectes un ratio gain-perte spécifique ou c'est variable? Non, en fait, avant, c'était du 3, donc je cherchais figure chartiste, j'ai essayé de faire du ratio 1-3, mais essayer d'avoir un take profit 3 fois comme un stop, mais c'est vraiment compliqué, il faut vraiment, c'est rare, on s'énerve, enfin c'est pas pratique. Maintenant je suis passé sur une stratégie de la même façon, donc je cherche un petit peu les breaks après pullback sur des figures chartistes, mais vraiment assez avec un pullback, hein, jamais sans. Et j'arrive, en fait, ce que je fais, c'est que je rentre, après je passe au break-even à partir de quelques dizaines de pips, enfin ça dépend de la configuration, et après j'essaye de pyramider et de couper successivement. Enfin, je vais faire une vidéo sur mon site un jour ou l'autre sur la stratégie précise parce que c'est compliqué à dire, mais bon, c'est stratégie de suivi de tendance, si tu veux. Je fais du pyramidage pendant un petit moment, et quand j'arrive sur une zone où ça commence à me dire qu'on arrive sur, mettons, un support important, une zone où ça va rebondir, je coupe tout d'un coup et je ramène. Globalement, ça revient souvent à un ratio supérieur à 3. Hein. On arrive souvent à un ratio 4-5 à la fin, mais c'est très très variable. Des fois, je fais autant de stops que de gains. Donc, c'est variable, mais c'est plutôt. J'essaye toujours d'avoir un take profit toujours supérieur. Ok, merci pour la précision. Alors ce soir, on va parler dans un premier temps de trading automatique. Donc le sujet c'est en gros est-ce qu'une approche humaine est importante dans le cadre d'une stratégie? Au contraire, le fait d'être en automatique apporte une régularité et une discipline difficile à atteindre du fait du biais psychologique, comme on avait parlé Bird précédemment, dans le cadre de prise de position en manuel. Toi Bird, je sais que le trading automatique c'est pas ta tasse de thé. Qu'est-ce que tu reproches principalement à ce type d'approche? Bah, c'est pas ma tasse de thé parce que j'ai aucune compétence déjà dans tout ce qui est codage. C'est la principale activité d'un robot, c'est quand même de quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière qui est là pour coder. Donc moi déjà je sais pas coder, donc je m'exclus tout de suite de la possibilité d'entreprendre quelque chose. C'est quand même pas évident quand tu sais pas coder de vouloir programmer. Donc j'ai pas une réelle expérience dans tout ce qui est EA et robots, expert advisor et tout ça. Donc j'ai pas, enfin mon avis, il aurait pas vraiment il a pas vraiment de poids parce que je connais très très peu, voire pas. Et voilà, enfin c'est la raison principale pour laquelle j'utilise, je ne traite pas automatique. Maintenant voilà, j'ai pas d'expérience, donc je pense qu'il y a quand même des EA qui doivent être très très bons. On sait que il y a un championnat international de robots qui se fait tous les ans avec des gens qui ont des performances incroyables avec leurs robots. Donc je sais qu'il y a possibilité de faire des choses très très bien, que c'est quand même très utilisé sur les marchés, notamment par les institutions. Donc je remets pas en doute du tout la capacité d'un robot de gagner. Je remets pas non plus celle de perdre, mais personnellement, je n'ai aucune compétence et je n'ai pas un vrai avis qui serait pertinent sur la pertinence ou non et la capacité de gagner d'un robot. Ok. Sur internet et sur les divers forums gratuits, on trouve beaucoup d'experts advisors. Je suppose que tu en as déjà testé comme tout le monde. T'as jamais eu de bons résultats avec des robots trouvés sur le web gratuitement? En tout et pour tout, j'ai dû en tester à peine 5 ou 6, enfin très très peu. Et ils se finissent tous par des bilans négatifs
très fort, donc j'ai pas voulu poursuivre l'expérience. Bah, comme j'avais dit déjà, par manque de compétences en tout ce qui est coding. Donc je peux pas, j'ai pas, à un moment donné, je sature vite, quoi. C'est-à-dire que si le A, après mes paramètres, ne fonctionne pas, bah, je peux plus rien faire. Et vu que j'aime pas trop déléguer et attendre quelqu'un pour pour travailler à ma place, bah, je fais pas. Donc ça, c'est par faute de capacité et de compétences complètement. Ok, mais tu remets pas donc en question Ah le non, fait pas- qu'on puisse gagner de l'argent et que ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses, avec malgré le fait que tu sois pas spécialisé dans ce domaine, que l'on peut, est-ce que tu penses que toi ça pourrait t'aider dans ton approche, ou est-ce que tu penses qu'avec l'expérience que tu as maintenant, ça fait combien de temps que tu trades exactement? 4 ans, je crois, je vais rentrer dans ma 5e année bah, prochainement, je me rappelle plus. À un moment donné, tu sais plus quand. Ça, ma 5e année à peu près, voilà, ça fait 4 ans et quelques. Est-ce que tu commences à gérer le biais psychologique, ou est-ce que tu penses que... Ah, c'est toujours très difficile, c'est toujours très difficile. Même si on travaille beaucoup sur le mental, ça reste quand même problématique malgré les années passées à essayer justement de travailler là-dessus. C'est sûr que bah, la force et l'avantage premier d'un robot, c'est l'automatisme et la systématisation des prises de position. Donc le fait de ne plus agir du tout ben, fait en sorte que bah, y a aucun biais psychologique. Maintenant, bah, c'est sûr que c'est l'avantage principal des robots, c'est qu'on écarte tout de suite le biais psychologique. Ouais, tout à fait. Là, je vous ai mis sur le chat les liens vers justement le championnat dont on parlait, donc le championnat du monde des robots, c'est organisé, je crois, par MQL4, donc directement par la société créatrice de MetaEditor et des plateformes MetaTrader. Curunir, toi, tu as un avis différent. Alors, toi, déjà, tu sais programmer. Est-ce que tu as déjà réussi à programmer un expert advisor qui te permet de gagner de l'argent sur le long terme? J'ai pas vraiment fait de. Si tu veux, moi j'ai jamais fait de live test, si tu veux. J'ai jamais eu l'audace de prendre un PC, de le faire tourner tout le temps. Et puis j'ai une connexion qui est vraiment misérable. Et une fois j'ai essayé, de toute façon ça lâche tout le temps. J'arrive pas à gérer quoi que ce soit. Donc moi ce que j'ai fait, c'est toujours des backtests. Il m'est arrivé il y a longtemps, enfin il y a 1 an, je crois, d'avoir fait un bon expert advisor qui marchait assez bien. Mais au bout du compte, je l'ai un peu bricolé tout le temps. En fait, si tu veux, c'est tout le temps pareil. Quand tu fais un expert advisor, au début, tu te dis le système est bon, alors ça te fait un bon backtest, et puis finalement, tu te dis, et si je filtrais avec une moyenne mobile, et si je faisais ci, et si je faisais ça, et si je rajoute ci, et si je rajoute ça. Puis au bout du compte, tu tombes sur un expert advisor suroptimisé ou complètement. Et au bout du compte, tu as des backtests qui sont moins bons qu'avant et tu n'arrives plus à retomber sur les backtests d'avant, tu n'arrives plus à retrouver le système que tu avais à la base et ça donne quelque chose de misérable. Enfin, c'est presque triste, mais moi je suis un peu perplexe par rapport à vraiment l'utilisation pure d'un expert advisor parce que il y a des phases où moi, je suis plutôt pour du trading semi-automatique, si tu veux. Hein. Je suis pas lâcher le A et puis le laisser tourner 24 heures sur 24 tout le temps. Tu vois, il y a des phases, si tu commences à utiliser un EA qui va chercher globalement, tu as 2 types de A. Tu as ceux qui vont chercher à faire du rebond, à aller faire du rebond sur les points pivots, sur les résistances, sur des trendlines pour ceux qui arrivent à les modéliser. Et tu as le suivi de tendance avec pyramidage et machin, et tout un tas de stratégies derrière. Mais tu as toujours des phases où tu vas avoir des gros cartons à des moments ou à des autres. Donc c'est assez compliqué d'avoir un expert advisor qui arrive à gérer toutes les situations et te faire gagner tout le temps, pendant des mois et des mois, quoi. Donc moi je suis un peu perplexe par rapport au trading automatique. J'en fais, j'apprécie beaucoup ça. Et c'est surtout l'approche que ça te donne après. Je trouve que ça permet d'évoluer au niveau des idées du money management. Plus qu'autre chose, parce que tu peux vraiment backtester, tu peux voir du fait que tes prises de position ne vont pas être optimales parce que tu n'as pas l'œil du trader, tu vas devoir jouer sur d'autres leviers qui sont le money management, la gestion des positions, et tu vas être obligé un petit peu de gérer un peu tout en même temps, d'essayer de trouver de nouvelles stratégies qui vont te permettre de finalement gagner, même avec des zones où tu vas pas gagner du tout, où tu vas avoir des trades qui vont être successivement perdants assez souvent. Voilà. C'est mon idée sur les experts advisors. Mais après, c'est vrai que t'enlèves le facteur psychologique, c'est assez impressionnant. Et au long terme, finalement, moi, personnellement, j'ai jamais tradé
plus de 6 mois avec la même stratégie en manuel, en discrétionnaire. Hein. J'ai toujours changé un moment ou un autre de stratégie. Et tu prends une phase en trading en discrétionnaire, tu vas prendre une phase, une mauvaise série, tu vas commencer à remettre un petit peu tout en question, le système global, ta stratégie globale, alors qu'un expert advisor, c'est déjà prévu, donc finalement, il continue, et tu sais que finalement, s'il est bon, ça va continuer à marcher plus tard, ça repartira. Tandis qu'en discrétionnaire, tu t'es tenté de changer, de refaire, de tout bricoler un petit peu. Voilà. Ok, donc on reviendra après donc par la suite pour plus de précision. Toi, Bird, là actuellement, ce que tu utilises comme approche, c'est une approche qui est basée essentiellement sur de la tendance, avec notamment des moyennes mobiles exponentielles. Tu essayes de jouer des phases de rebond en tendance. Est-ce que tu penses qu'une approche comme la tienne serait automatisable, ou est-ce que tu penses justement que ton avis subjectif, donc la part humaine dans ton trading, est indispensable pour les résultats obtenus? Tu as eu quand même des bons résultats là ces derniers temps. Je vais afficher les résultats pendant que tu nous expliques cela justement. C'est une bonne question. Techniquement, je pense que ça doit être possible. Techniquement de le faire, parce que c'est quand même très simple, donc il n'y a pas besoin de grand chose. Je pense que techniquement ça doit être faisable. Après, c'est sûr qu'il est toujours mieux d'avoir un côté discrétionnaire, comme on a eu à un moment donné une période de range, que les moyennes mobiles étaient quand même en dessous. S'il n'y a pas l'œil du trader pour constater le range, il aurait pris une position short alors qu'il y avait un range. Donc non, c'est quand même mieux d'avoir l'œil du trader, mais bon, je dis pas que le Han aurait fait moins bien, je dis juste que il y a quand même un gros avantage dans le discrétionnaire, c'est vraiment la capacité d'analyse. Maintenant, après, comme l'a dit Roland, c'est vrai que les avantages des DEA, c'est comme de faire travailler un peu le côté money management, et la réflexion du money management, ça c'est quand même très très bien aussi. Mais sinon, oui, ma stratégie pour répondre à ta question, elle est, je pense, elle est faisable avec un expert advisor. Ok. Oui. Je voulais préciser un petit truc parce que je l'ai fait ça personnellement. J'avais automatisé parce que en discrétionnaire, j'ai fait pas mal avec à chercher les rebonds sur des moyennes mobiles en tendance. J'ai fait beaucoup aussi avec des retracements de Fibonacci. J'ai fait aussi et j'ai essayé d'automatiser ça. Ça avait donné plutôt de bons résultats quand même, mais le problème c'est vraiment c'est tout le temps le problème des experts advisors, c'est comment est-ce que le marché il est en tendance. Alors ça c'est vraiment la plus difficile des questions à répondre. Est-ce qu'un EA il peut te dire si le marché est en tendance? C'est très très compliqué à modéliser, et c'est là que c'est dur et qu'on fait des phases de perte effroyables à des moments. Mais sinon c'est automatisable, mais il faut un système un petit peu d'approximation, si tu veux. On est plus ou moins proche de la moyenne, parce que le rebond pur et parfait avec la mèche qui touche la moyenne et qui rebondit exactement, tu vas trader une fois tous les 5 ans, donc ouais, c'est toujours un petit peu à peu près. Mais finalement, est-ce que c'est pas compliqué également, même en discrétionnaire, de savoir vraiment dissocier les zones de tendance des zones de range, puisque un peu comme ce que disait Bird, quand on repère un range, il est déjà trop tard? Oui, c'est vrai. En discrétionnaire, c'est difficile aussi de retrouver une phase de tendance. Puis, de toute façon, on voit la tendance qui est partie. On a pris déjà, avant de comprendre au niveau des vagues d'Elliott, on va avoir déjà eu 2 vagues d'impulsion avant de comprendre que c'est démarré. On n'a plus que la 3e à jouer, donc... C'est ça. Finalement, moi, quand je l'ai tradé en discrétionnaire, ça faisait tout le temps ça, de toute façon. Donc... et généralement la 3e, on peut se faire avoir. C'est la moins bonne. On va rebondir sur le dernier plus haut de la 2e et on va prendre rien du tout. On va se faire sortir et c'est affreux ça. Moi ça m'a un petit peu agacé et c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté. Mais c'est quand même une bonne stratégie. Mais il faut vraiment, faut bien le sentir. Il y a pas mal de feeling, je trouve, dans cette stratégie. D'accord, ok. Donc, toi, Bird, je vois que tu es en ce moment sur la stratégie moyen terme, donc en 4 heures, un sell stop sur l'euro-dollar à 1.30. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette position? Oui, très simple. Donc, attends, je regarde, je suis devant moi. On est actuellement à 1.3129, donc au-dessus des 1.31. Tout à fait. C'est un trade en fonction des seuils psychologiques, si tu veux. En fait, les plus bas, ils sont articulés. On a 2 plus bas. Je suis en H4, donc pour ceux qui, c'est plus simple de vérifier. Donc en H4, on constate qu'il y a à peu près 2 plus bas, on va dire plus ou moins à 1.30-40
enfin en tout cas dans la zone des 1,30-40, et on voit que le 1,30 est quand même un peu plus bas. Donc moi je pars du principe où si on va aller chercher le 1,30, on ira chercher forcément plus bas. C'est un trade très simple qui utilise les seuils psychologiques. Donc d'après mon analyse, et bon là pareil, on est toujours dans le subjectif et dans l'hypothétique. Si on va chercher les 1,30, on va chercher les 1,29. Donc c'est un trade pas très compliqué. Il est valable toujours pour l'instant. Maintenant, si on va chercher un 32, il le sera peut-être plus parce que les plus bas auront changé. Et c'est un trade que je conseille aux gens parce que c'est un trade très rationnel. On a un plus bas articulé, voilà, comme j'ai dit, aux alentours des 1,30-40. Pour moi, si on va chercher les 1,30, on ira chercher les 1,29. Donc voilà, c'est un sell stop à 1,30,00, un take profit à 1,29,00 et un stop loss à 1,31,00. Donc beaucoup de chiffres ronds. J'ai entendu dire à droite à gauche que la plupart des hedge funds et des grands traders se basaient pas mal sur les chiffres ronds. Toi, c'est quelque chose qui te plaît, Bird, les chiffres ronds, c'est quelque chose que tu as remarqué les comportements intéressants. Ouais. Quadriller, moi j'aime bien quadriller mes graphes. Les chiffres ronds, c'est quand même très pertinent tout le temps. Donc on va tout le temps s'appuyer sur un chiffre rond à un moment donné ou à un autre. Il faut pas jouer les anticipations parce que ça, par contre, c'est très compliqué d'anticiper un rebond sur une zone ou sur un chiffre rond. Là, par contre, c'est plus du lien, enfin, ça a plus rapport avec du gambling et du casino qu'autre chose. Mais si on peut travailler, voilà, comme ça, sur des zones dynamiques où on sent que l'impulsion pourrait jouer en notre faveur, faut jouer les coups à fond. Donc là, c'est un trade à ratio 1-1. Moi, c'est ce que j'apprécie. J'ai quand même du mal à chercher du 2 pour 1, du 3 pour 1. Mais voilà, c'est un trade relativement simple et pas trop contraignant dès l'instant où l'ordre est posé. On peut partir en vacances et attendre. Mais bon, cela dit, comme j'ai dit, si on va chercher un 32, on aura forcément des plus bas qui monteront. Donc là, il s'avérait invalide, donc je l'annulerai obligatoirement. Mais pour l'instant, il est toujours valide, donc je maintiens l'ordre. Très bien, merci Bird. Roland, même question, les chiffres ronds, est-ce que tu as un avis sur le sujet ? Je pense que par rapport, j'ai pas d'avis particulier, j'ai jamais fait vraiment trop attention, mais c'est vrai que pour se repérer sur un graphique, il y a pas mal de gens qui doivent se repérer, je présume, aux chiffres ronds, et puis c'est vrai que c'est agréable d'avoir, on regarde son graphique, on a vite une idée par rapport, on regarde les quadrillages sur les côtés rapidement par rapport aux chiffres, c'est vrai que je pense que c'est intéressant. Après, au niveau de la stratégie de trading, j'ai un petit peu, je vois pas trop comment faire. Enfin, c'est vrai que ça peut être pertinent à regarder, essayer d'analyser un petit peu, backtester, voir tout ça. C'est pas idiot. Voilà, mais tu l'as jamais donc utilisé clairement. J'ai jamais vraiment fait attention en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi. En fait, si tu veux, moi je regarde souvent en chiffres ronds par rapport à peu près, parce que j'aime pas quand j'écris quelque chose quelque part, mettre 1,550051, moi ça m'énerve, alors je fais à peu près, j'arrondis ça finit toujours par un 0 globalement. Mais sinon, j'ai jamais appliqué vraiment une stratégie de ce type. Enfin, pas de mon vivant. D'accord, ok. Par rapport donc au trading automatique, pour y revenir, sur ton site, donc leforexer.fr, je vais remettre le lien tout à l'heure, tu as créé un générateur d'Expert Advisor. Il marche plus. Alors pourquoi il marche plus ? Je viens juste de le désactiver aujourd'hui, enfin il y a 3 jours, parce que oui d'ailleurs j'aurais bien aimé en parler, je vais faire un générateur logiciel, je vais pas faire un générateur en ligne. Je vais faire un truc qu'on va télécharger, comme ça les gens ils s'embêtent pas à aller sur le site et aller bricoler, vas-y que je clique et c'est fatigant parce que bon, c'est long à faire, c'est ça. Je préférerais faire une chose en logiciel développé dans un langage de programmation pour l'ordi et comme ça je pourrais intégrer aussi une interface graphique si tu veux, de façon à ce que quand tu cliques tu puisses facilement, sans être obligé d'aller chercher des choses à gauche et à droite, rapidement faire son EA. Si tu veux un peu, t'as vu le système sur ProRealTime, il y a quelque chose comme ça pour faire ils appellent ça, je sais plus comment. Tu peux faire rapidement ton expert advisor dessus, et c'est très pratique. Et tu vois, j'aimerais bien faire un truc comme ça, si tu veux, et incorporer surtout beaucoup d'aspects money management, tu vois. Vraiment faire quelque chose, parce que ça manque. Ça aide tellement, tu vois, vraiment mettre tout ce qu'il faut, martingale, pyramidage, tout ce que je puisse programmer, que je puisse l'intégrer là-dedans, et pouvoir trouver des choses comme ça. Et c'est un logiciel que tu ferais payer ? Non.
Mais ça va être un énorme boulot ce que tu... Oui, vas-y. Ça va quand même être un énorme boulot ce qu'il va y avoir derrière. En fait, c'est quoi qui te motive à réaliser ce type de travail? Oh, je sais pas, hein. Bon, moi c'est pour faire plaisir au monde, hein. Enfin, c'est pas... si ça me fait des visites sur le site, que ça fait vivre les gens, moi ça me plaît. Enfin, que les gens viennent, ça me suffit déjà. Après, le faire payer, tu vois, moi je suis pas un service professionnel, enfin je suis pas... s'il y a un bug et qu'il faut payer, les gens, tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise ça marche pas, ça, il est pas bon, il faut corriger ça, il faut corriger ça. Moi, je préfère partir dans l'idée que voilà, je vais faire un gros travail derrière, il y aura peut-être des erreurs, mais vu que ça sera pas payant, que les gens râlent pas derrière ou des choses comme ça, je vais essayer de faire quelque chose. Puis moi, ça me plaît aussi parce que finalement, ça n'existe pas vraiment. Ça me plaît d'initier les gens au trading automatique facilement, tu vois, parce que quelqu'un qui a une idée, il a un indicateur, il a créé un indicateur, enfin, on va dire qu'il a téléchargé plutôt. Il a téléchargé un indicateur, il veut l'utiliser dans son expert advisor, mais mince, il peut pas, alors il va falloir qu'il aille demander un service payant, alors qu'il pourrait très bien le faire avec un système automatique comme ça, et ça lui plairait. Enfin, moi, si j'étais à la place de personnes qui ne savent absolument pas programmer, je serais content d'avoir des systèmes automatiques. Ok, bah oui, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Et justement, ouais, Bert, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, sur ProRealTime, il y a notamment Gilles qui l'utilise. Il y a un système de backtest automatique. Toi, je sais que Bert, pendant un moment, tu as testé ProRealTime, tu as pas mal aimé cette plateforme. Au final, tu es toujours sur ProRealTime ou tu es revenu sur MetaTrader? Bah, je suis sur MetaTrader parce que mon broker est sur MetaTrader. Mais ProRealTime, c'est une super. Pour moi, c'est devant MT4 en termes de capacité. Et en général, je trouve que c'est une interface exceptionnelle, très simple d'utilisation, très très intuitive. MT4 aussi, mais j'ai eu beaucoup moins de plantage sous ProRealTime que sur MT4. Ça plante, des fois c'est lent. Enfin, il y a pas mal d'inconvénients. Puis tu sais que il y a toujours des zones d'ombre autour de MT4 parce que il y a toujours eu ces trucs d'aller chercher les stop loss. Enfin, il y a toujours des petites choses comme ça sur ProRealTime qui ont été un peu embêtantes. On sait qu'ils peuvent un peu manipuler, faire ce qu'ils veulent avec MT4. Donc le ProRealTime, c'est quand même une référence dans les plateformes de trading avec eSignal et c'est tout. Je pense eSignal et ProRealTime, ça reste quand même des plateformes très 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 professionnelles. Ok, donc là on a Thibaut sur le chat qui nous dit bon logiciel pour développer des systèmes de trading, Wealth Lab, Ami Broker, TradeStation, c'est des plateformes qui vous parlent ou vous connaissez pas particulièrement? Non, je connais pas. TradeStation, c'est pas la plateforme FXCM, si je me trompe pas. Bah si, c'est TradeStation 2, celle de FXCM. Ouais. Je l'avais testé, et toi aussi, Bird, tu l'avais testé, puisque je me rappelle à l'époque que c'était chez FXCM. C'est une bonne plateforme également, hein, FXCM, elle est bien, celle de FXCM, elle est bien réalisée. Alors, oui. Moi, perso, j'ai des avis un petit peu sur les plateformes, pour en revenir un petit peu à ça. ProRealTime, pour moi, c'est le top du top. Enfin, au niveau ergonomie, t'as tous les indicateurs, enfin, t'as un max d'indicateurs, un max d'outils. Magnifique. Quand tu regardes les outils que t'as les canaux de machin, tout, en fait, t'as tout ce qu'il faut. J'ai testé des centaines de choses là-dessus. Et ça c'est vraiment super. Et après, je sais qu'il y a un broker, je crois que c'est RTFX, qui propose une plateforme qui ressemble excessivement à ProRealTime. J'en suis pas certain. Ouais. Et en simplifié. Ouais, voilà, en simplifié. C'est ça qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir en total. Mais après... MetaTrader, moi perso, j'aime pas du tout en trading discrétionnaire, hein. Je fais ça que pour les EA parce que le graphique, on peut le faire que défiler. Chaque fois que tu décales, ça revient. Enfin, moi, je trouve ça excessivement peu pratique. Enfin, pas agréable au niveau de l'ergonomie. C'est pas, pour moi, c'est pas vraiment. Ce qui est bien, c'est que tu peux tout personnaliser un petit peu. Ça, c'est le pied. Mais après, au niveau de l'exécution, j'ai jamais vraiment testé. Mais moi, j'aime bien la TradeStation. Ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment très très agréable à utiliser. C'est juste pour ça, en fait. Moi, c'est assez important ça pour moi dans le trading discrétionnaire. Si je peux pas rapidement, si ça me plaît pas, ça va m'énerver. Je vais faire n'importe quoi. C'est vrai. Par rapport à MetaTrader, qu'est-ce que tu dis que quand on le décale, ça revient automatiquement. Ça, je crois que c'est uniquement quand on a le bouton défilement auto qui est activé, non? Ah bon, bah, j'ai pas fait attention parce que je trade pas vraiment, mais la fois où j'avais essayé, ça me faisait ça. Oui, je sais que si tu fais propriété, fais un clic droit et tu vas chercher dans le truc, tu peux l'enlever. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fait que
pour zoomer sur un graphique, c'est extrêmement laborieux, je trouve. Enfin, moi j'ai besoin que... Enfin, tu as 4 niveaux de zoom, ouais, tu as 4 niveaux de zoom que tu définis pas réellement, donc il y a que 5 niveaux de zoom, donc si les zooms te plaisent pas, t'as pas la possibilité, comme sur ProRealTime, de pouvoir vraiment faire des tout petits, enfin, des tout petits crans de zoom, en fait, qui est beaucoup plus précis. Et puis, tu vois, il y a un truc qui me plaît, moi, tu vois, tu cliques sur le graphique et puis tu tiens et tu tires sur le côté pour le faire défiler. Là, tu es obligé de défiler sur le côté avec l'ascenseur. Enfin, ça me... C'est juste un petit problème d'ergonomie, mais sinon, elle est bien faite. Hein. Il y a rien à dire. Mais j'aimerais pas l'utiliser tous les jours, en fait, c'est ça. C'est tout. Ok. Enfin, voilà. Ok. Donc, bah, ton approche, tu t'es pas rentré vraiment dans les détails. Roland, est-ce que tu as voulu qu'on parle de chartisme en partie? Est-ce que le chartisme fait partie intégrante de ta stratégie ou c'est quelque chose que tu aimes étudier mais que tu n'utilises pas concrètement dans ton trading au quotidien? Alors, moi, le chartisme, je l'ai toujours utilisé globalement. Et je l'utilise toujours, bien qu'il y ait eu une période où j'ai un peu arrêté de l'utiliser, mais ça revient toujours chez moi. Hein, c'est toujours, j'ai toujours, ça me plaît toujours parce que finalement, c'est des figures qui sont. Il n'y a pas à tortiller si elle est bien tracée. Elle est bien tracée, t'as pas. Après, psychologiquement, je trouve que c'est assez simple puisque je te dis, voilà, ça a raté, ça a pas raté, ça a marché. Donc, il suffit de bien la tracer, puis après, il y a pas tellement à débattre. Il n'y a pas à réfléchir, c'est ça qui est bien. C'est bien à mon goût, pour les débutants. Mais moi, j'apprécie, puisque aussi, tu as une possibilité de chiffrer un petit peu les objectifs sur des doubles tops, sur des machins comme ça. Tu as toujours possibilité, les canaux, tout ça, tu peux un petit peu chiffrer. Et après, j'apprécie beaucoup ça. Par contre, ce qu'il faut savoir gérer là-dessus, sur le chartisme, c'est vraiment le pullback. C'est la base de la base. Pour moi, ça a été 60% ou 80% des trades qui ont raté, c'est à cause de ça. Hein. Un pullback trop... Tu vois, par exemple, un canal avec une pente trop oblique, avec une pente trop forte, si tu sors, le pullback, il va aller jusqu'à la droite. Si elle descend... si la pente, elle est importante, ça va descendre un paquet. Hein, ça va descendre vraiment bas. Et c'est là que c'est compliqué, tu vois. Moi, j'aime bien attendre le rebond avant de rentrer sur une position. D'ailleurs, si tu veux voir... j'ai tradé, j'ai un trade en cours là sur une figure d'ailleurs. C'est sur dollar néo-zélandais contre dollar américain. En une heure, je suis en position là. J'ai tradé un triangle si tu veux et on voit la sournoiserie du triangle la plus parfaite qui consiste à faire. Tu vas le voir, il est assez. En quelle unité de temps? Non, moi je le vois, hein, je l'ai devant moi là. Quelle unité de temps, pardon? Une heure. Une heure, ok. Alors oui, je le trace, oui. Donc ouais, je vois bien le triangle en une heure, oui. Ok. Et bon, je sais qu'il y a un petit différé sur le live entre ce que je te dis et ce que tu vois. Enfin, ce que non, il n'y a plus de ça parce que en fait, pour les gens qui suivent le live, oui, il y a un différé, mais nous, vu qu'on est sur Skype, il n'y a aucun différé, donc c'est bon. D'accord. Alors c'est super. Donc là, ce que je te vois faire, c'est de tracer en M1, tu traçais des trucs, là tu passes sur un non, là, je suis du H1. Non, il n'y a pas de ça. problème. Là, je suis bien j'ai bien ton triangle, là, c'est sûr. Je suis en une heure sur le D'accord. 2 face à la Ah voilà. Donc tu vas pouvoir tracer une résistance. Alors attends. Qui va passer par le. Voilà, donc ça, le support. Mais moi, je le tracerai plus oblique, le support, si tu veux, plus penché. Qui va chercher plus. Pas le dernier plus bas ici, mais un peu avant, si tu veux. Une pente plus oblique, plus forte sur le support. Sinon, sur la résistance, c'est ça, c'est exactement. Ah oui. C'est bon, je l'ai. Okay, il faut le jouer plus. Il faut la jouer sur les. Je vois sur les il faut la jouer voilà, sur les. Exactement. Ok, donc sur le premier plus bas qui était apparu le 8 septembre, c'est ça? Alors attends. Oui, c'est ça. Le 8 septembre. Donc, ouais, voilà. Et là, ce que tu vois, c'est que en fait, sur mon trade, moi, il a cassé déjà, en fait, si tu veux, la résistance est cassée le support est cassé depuis déjà un petit moment. Voilà, donc remonte bien plus la résistance, en fait. Le support. Enfin, non. Alors attends, pour que ce soit moins confus, je vais activer le partage d'écran sur Skype, comme ça tu vas avoir mon écran sur Skype directement. Ah d'accord. Ah, j'ai ton écran sur Skype. Attends, je vais l'activer. Ah d'accord. Parce que là, sinon il y a le différent, c'est pas gérable. Alors attends, ça va être dans... attendre la confirmation. Alors attends, c'est un peu sportif, mais je vais le faire. Alors, 2 secondes.
Partage. Alors, non, je peux pas. Parce que déjà en conversation. Bon, bah, je peux pas. Mais dis-moi les dates des plus bas et des plus hauts, ce Alors, sera plus simple. ok, Parce que si ok. je regarde mon Alors, écran, le ça va être 17, ingérable. 17,09 et le 20,09. Tu as la première qui est le 16,09, tu as la deuxième qui est le 17, et tu as la troisième qui est le 20. Ouais, moi en fait j'ai pas les dates sur mes graphes, c'est ça le truc. C'est con, hein, mais. Ok. Alors, attends, je vais les regarder, je sais que je peux les mettre, mais sur cette plateforme c'est compliqué. Afficher les dates. Ah, si, c'est bon, je les ai. Alors, oui, il y en a un qui est qui est le 16, Le un le 17. 20. Oui, le 16. Ouais. Attends. Ouais, c'est À le 21 16. heures. Ouais, c'est 18h le 16 en fait. Il y en a un, c'est le 19, ou le. En fait, non, le 19 où ça passe aussi. Plutôt le 19 à 22h, voire le 20, on va dire, pas loin. Et il y en a un autre, le. Attends. Ah mince, il y en a un le 20. Ah, attends, il y a un week-end entre les deux aussi. Ah, punaise. C'est très compliqué de voir les dates sur cette plateforme que j'utilise là, et j'ai du mal. Mais attends, je regarde sur le live, donc tu as. Ah, attends, mais ici, indifféré. Ouais, il faut pas regarder par contre sur le live, là c'est sûr que tu vas trop galérer. Donc dis-moi, bah alors, donc là je pense que je l'ai eu. Attends, alors, trace le début de ta résistance, ton premier support, trace-le, c'est le 16 à 18h, donc sur, une bougie qui ressemble à un marteau. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, ensuite la deuxième, ça va être le 19 sur une bougie qui va ressembler à un doji, avec un bon corps rouge. C'est bon, je l'ai, ouais, c'est bon, ok. Il a. D'accord, voilà, exactement. Donc là, c'est là que je voulais illustrer la sournoiserie du triangle, qui est que, tu vois, on a franchi à la baisse. Oui. Et c'est justement pas là qu'il faut prendre sur un triangle, il faut jamais prendre là. Parce que tu te fais sortir à 90% des cas, c'est tout le temps pareil. Il va chercher à chaque fois, il va rebondir à la fois sur le tu vois, une fois qu'il a cassé le support, il va rechercher le support, mais il va aussi souvent rechercher la résistance, il va refaire un autre point de contact en haut, ce qu'on dit pas souvent, tu vois. Et là, tu vois, bon, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien sur le short, puisque ça... Enfin, je m'en sors pas bien, je suis à 0, mais tu vois, je suis à 0, je suis un petit peu, j'ai 5-6 pips d'avance, mais si tu veux, je l'ai pris au bon moment. Mais si tu le prends au niveau de la sortie, tu remarques que ça monte quand même très haut au niveau du pullback, quand même, au niveau du plus haut, donc c'est assez embêtant. Après, souvent, ça repart dans le bon sens, mais tu te fais quasiment tout le temps sortir sur ce genre de choses. Et le problème des triangles aussi, c'est que souvent, ça fait triangle et puis ça fait range après. Ça s'arrête, ça part pas en fait. Ça peut faire du rebond à gauche, à droite, et puis rien faire derrière. Voilà. Donc ça, c'est peut-être la figure que je préfère le moins en fait, hein, mais je la traite quand même. Et donc, t'as aucune astuce pour pallier à ça? Donc, toi, les triangles, c'est vraiment parce que c'est pas une figure chartiste que tu aimes? Alors, ça dépend de quelle forme. Si tu veux, le triangle que tu vois à l'heure actuelle, c'est le pire pour moi, la pire des configurations que j'apprécie, puisque c'est le triangle symétrique pur, c'est-à-dire au milieu d'une zone de range, enfin, d'une zone un petit peu incertaine. T'as le triangle qui se dessine, c'est par essence même le triangle, c'est une zone incertaine, on va dire. Et là, il va sortir et tu peux pas vraiment savoir de quel sens il va sortir. Si après, est-ce que ça va pas rebondir sur les plus bas, sur les plus hauts, parce qu'il y en a tellement dans un triangle, des plus bas et des plus hauts. Et c'est là que c'est embêtant. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avoir des figures un petit peu comme des drapeaux, si tu veux. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le drapeau, c'est une bonne phase de tendance, un plat ou une zone de consolidation. Et puis après, ça repart dans le même sens. Oui. J'aime beaucoup avoir un triangle dans cette phase-là, parce que déjà, tu as une indication que potentiellement, ça sera plutôt dans le sens de la précédente tendance que ça va repartir. Et là, moi, j'anticipe jamais les signaux, hein, personnellement, parce que tu te plantes chaque fois. Hein. J'ai déjà essayé d'anticiper, ça marche quasiment jamais. Mais tu as un petit peu une idée. Tu sais où tu vas pouvoir placer un petit peu mieux tes stops et tout ça. Tandis que là, tu vois, tu es vraiment dans l'incertain s'il faut. Là, pour l'instant, c'est en train de faire du plat pur et dur. C'est en train de refaire un triangle dans le triangle, en fait, je vois. C'est vraiment incertain. Pour moi, bon, je pense que ça va repartir à la baisse, mais c'est difficile à gérer comme figure. Toi, Bird, par rapport au triangle, c'est quelque chose que tu as essayé de trader? Est-ce que le chartiste, ça te parle, ou tu t'es jamais vraiment intéressé au chartiste? Tu es plutôt concentré sur les indicateurs jusqu'à présent? Allô? Bird est parti manger, je pense. Donc, Roland, je te laisse poursuivre par rapport à ton approche chartiste. Oui, alors... Ah, excusez-moi. Ouais, non, je te demandais juste, Bird, toi, le chartisme, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé, ou très peu, tu te concentres plutôt sur les indicateurs?
Non, non, j'ai essayé le chartisme avec toutes les figures, les épaules, tête d'épaule inversées, pas inversées, les drapeaux, les choses comme ça. Non, c'est quand même très sain comme approche, parce que c'est quand même très répandu, et puis c'est facile, il n'y a pas besoin on a juste un graphe simple et on trace nos lignes de tendance, on détecte les configurations. C'est pas spécialement mauvais, après oui, faut se sentir à l'aise, ou c'est des méthodes qui sont relativement simples à mettre en place, mais je j'utilise plus trop vraiment, mais c'est quand même très important de les connaître toutes ces figures, et c'est quand même après en taux de probabilité, enfin après tout ce qui est taux de réussite et rendement, j'ai jamais vraiment tradé beaucoup en réel sur ces genres de méthodes, donc je peux pas trop me prononcer, mais c'est quand même très important de les connaître. Mais quant à leur véracité et tout ce qui est probabilité, après je connais pas trop, j'avais lu quelque chose là-dessus, mais je connais pas trop tout ce qui est sortie, triangle et drapeau. Il y en a d'autres qui l'ont plus étudié que moi. Mais je connais toutes les figures, bien sûr, et j'ai essayé de les trader. Mais pour l'instant, t'es pas resté sur une approche particulière, ça t'a pas suffisamment intéressé. Non, ça m'a pas suffisamment séduit, parce que dans les figures, on a tout ce qui est canal horizontaux, les canaux de tendance, voilà, comme j'ai dit, les drapeaux, les épaules, tête, épaules, les tasses, il y a plein de choses, les tasses avec anse, ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses qui se font après. Après, ça dépend. Pareil aussi, on les détecte sur quelle unité de temps. Moi, j'ai eu quand même pas mal de difficultés avec les taux de rendement des figures. J'ai été souvent déçu, donc c'est ce qui m'a fait en fait ne pas poursuivre avec ce genre de méthode. Mais c'est important de les connaître, parce que c'est vrai que des fois, elles sont quand même très bien dessinées. Et quand elles sont très bien dessinées, elles sont quand même très pertinentes. Ok. Un petit point sur le chat rapidement. Multichart aussi, non, rien à voir avec FXM. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était durant la liste des différentes stations de trading et plateformes de trading qu'on n'a pas l'habitude de trader, mais qui proposent des choses intéressantes. On avait Match qui citait notamment Multichart. Donc Thibaut qui nous disait Trade Station Securities et non pas FXM. Donc il nous parlait d'une autre Trade Station que celle proposée par FXM. On a Match qui nous dit, ouais, c'est pas du tout les mêmes, ok. Karim qui nous dit qu'il y a une règle dans le triangle, s'il dépasse 70% du vortex et ne sort pas. Alors Karim, est-ce que tu peux préciser la notion de vortex? Est-ce que tu vois de quoi il veut parler, Roland, toi? Ouais, oui, je vois exactement. Il faut pas arriver au bout du cône, si tu veux. Il faut à 70% ou 75%, faut pas, si tu veux, il faut pas arriver jusqu'au bout, au croisement des deux droites. Alors que ça a été le cas là sur NZD-USD justement. Non, justement, tu vois, quand on est sorti, au point où je suis sorti, il y avait peut-être les 70%, mais le but c'est qu'il faut pas que ça commence à vraiment resserrer dedans, tu vois, que ça s'approche de l'angle, quoi. Oui. Sinon ça s'invalide à quasi certitude, t'es sûr que ça part en range et que ça fait un truc affreux après derrière. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est quand même réalisé sur le trade sur lequel t'es rentré, parce que regarde, si tu traces quand même le triangle, comme on l'a tracé tout à l'heure, on a quand même été bien cherché jusqu'au bout, si tu regardes bien. Enfin, moi, de mon côté, là, j'ai le triangle en H1. Je peux dire qu'on a fait plus de 70% de la totalité du triangle. Oui, mais enfin, ces 70%, c'est un petit peu relatif aussi par rapport à la... Si tu veux, moi, je l'ai tracé, en fait, un petit peu plus court, en fait, mais... c'est vrai qu'il y a plus de 70%, il y a sûrement 80, voire 90, peut-être, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y a quand même une sortie, si tu veux, une sortie un peu franche du truc, quoi. Si tu veux, c'est plus un peu dans la philosophie de la figure que dans l'aspect purement pratique. Si tu sors vraiment un peu en force, si tu veux, là, il y a une bonne sortie quand même. On a fait plusieurs points quand même, par rapport à la droite que j'ai tracée. On a fait 4 points au total que je compte. On est sorti assez fortement, et après, pour moi, on a fait un pullback, et c'est là que le triangle symétrique fait souvent ses erreurs, c'est qu'il va aller chercher, quand même, le pullback, aller chercher la résistance en haut, si tu veux. Ouais. Il va chercher l'ancienne résistance, en fait. Ouais, voilà, exactement, c'est ça, c'est toujours ça. Les triangles symétriques, c'est pour ça que je place toujours mes stops au-dessus des résistances des triangles symétriques, parce que souvent ça le fait. J'en ai parlé dans une vidéo de cours que j'avais fait sur ça. C'est assez fréquent. Je me suis fait sortir pas mal de fois sur des choses comme ça. Sur un triangle, il faut pas serrer les stops, hein. C'est important, sinon on se fait souvent avoir. Et puis au bout du compte, souvent ça part dans le bon sens, hein. Mais ça peut bouger pas mal.
Alors, pour le moment, t'as pas mal, tu nous as donné des points plutôt de difficulté par rapport à cette approche chartiste, alors que c'est ce que tu utilises. Est-ce qu'il y a des figures que tu apprécies plus particulièrement que le triangle? Ah oui, voilà. Moi, je t'ai donné un exemple de trade parce que j'en avais un en cours. Mais il y en a que j'apprécie particulièrement. Alors moi, ma figure spéciale, c'est le biseau, hein. Personnellement, une figure en biseau sur un terme, sur une bonne, il faut essayer d'avoir une bonne unité de temps. Moi, je descends jamais en dessous de H1 parce que après, ça devient vraiment la galère pour le chartisme, je trouve. J'essaye de faire H1, H4. Et après, bon, en daily, c'est un peu trop long, je trouve, à tracer. Mais un biseau bien tracé, pour moi, c'est un peu le top, si tu veux, parce que c'est la figure, vraiment, il faut... Et souvent, il y a un truc avec les biseaux, c'est que sur la dernière, ou même sur l'ensemble du biseau, tu as une divergence sur le RSI qui est souvent assez monstrueuse, et qui vraiment marque la fin de la fin, si tu veux. C'est très intéressant à jouer à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup le biseau parce que c'est vraiment, il y a un petit peu une philosophie dans la figure, si tu veux, c'est l'affaiblissement des cours sur une tendance, c'est vraiment le ralentissement des cours. Et souvent, quand ça casse la support, la résistance, ça dépend dans quel sens on le trace, ça démarre souvent très bien. Mais alors après, c'est encore toujours un problème de pullback, il faut faire attention à ça. Souvent, il y a un pullback sur les biseaux, mais c'est une bonne chose, je trouve. C'est quelque chose de très efficace. Contrairement au canal, tu vois, si tu prends un canal oblique et un biseau qui ont à peu près la même pente, je serais plus pour trader le biseau parce qu'il va te montrer la fin de la tendance, si tu veux. Tandis que le canal, ça peut sortir et puis faire un range derrière. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Ça s'arrête et puis ça te fait une consolidation à plat. Tandis que le biseau, souvent, ça casse et puis ça repart vraiment dans l'autre sens. Et là j'utilise beaucoup Fibonacci pour chercher mes points. Pour fixer mes objectifs ou auquel cas à l'heure actuelle plutôt mes points pour pyramider au franchissement, mais c'est ma figure spéciale. Après le drapeau pour moi c'est une des figures les plus efficaces en termes de gain parce que tu peux serrer tes stops au maximum et gagner un maximum derrière. Donc pour moi pour les ratios le drapeau c'est la meilleure figure. Pour les probabilités je trouve que le biseau est très très intéressant. Après, bon, t'as le franchissement de trendline, enfin de canaux, de choses comme ça, c'est pas mal. Mais pour moi, le biseau et le drapeau, c'est mes figures principales. Ok, bah merci. C'est intéressant parce que le biseau, c'est aussi, en anglais, ça s'appelle un wedge. Et c'est la figure aussi que apprécie beaucoup Daytrader Rockstar. Sur le site de Daytrader Rockstar, justement, elle en parle souvent et c'est une de ses configurations préférées aussi qu'il utilise avec une stochastique 14. Ouais. Moi j'aime bien mais on voit souvent une divergence. C'est assez. Moi sur le RSI je la vois souvent. Enfin c'est un peu plus mou le RSI je trouve que le stochastique. Enfin ça dépend comment on règle les périodes, mais RSI 14 je trouve qu'on les voit très très bien et souvent on peut anticiper la cassure du biseau sur le RSI. Ça, je l'ai vu assez souvent de fois, et je le fais pas parce que ça me fait toujours peur, ça, d'anticiper sur des indicateurs, mais souvent, on a la même chose qui se trace sur un RSI, enfin, pas la même chose, mais on a une trendline qui va se dessiner dessous, ou dessus, en fonction, enfin, celle qui va porter le mouvement. Et c'est intéressant à jouer le break avant sur le RSI. Mais bon, c'est assez dangereux quand même. Hein. Ok. Pour les précisions, donc on a Karim qui nous a prévenu d'un triangle en 5 minutes sur GBP/USD sur le chat. Donc Karim, si tu peux nous en dire plus justement sur ce triangle, apparemment on a dépassé les 70% là, donc à partir de ce moment, est-ce que tu considères qu'il est invalidé ou si on a une sortie au cours actuel, est-ce que tu le prendrais Karim? En tout cas, c'est un triangle qui est quand même assez intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même assez bien fait ici en 5 minutes sur GBP/USD. La dynamique de fond étant baissière, en cas de sortie à la baisse, on pourrait avoir un scénario intéressant, justement une sorte de drapeau et un peu en triangle, un peu comme ce que tu nous expliquais tout à l'heure, Kurunia. Alors on va laisser la parole un petit peu à Bird. Toi, Bird, justement, donc tu as cité Daytrader Rockstar qui utilisait pas mal, c'est quoi, les biseaux et les drapeaux, c'est ça? Est-ce que toi... Le wedge c'est un biseau. Et donc toi c'est pas quelque chose qui te tente, je sais que tu aimes particulièrement Daytrader Rockstar et de toute façon il prouve ses résultats etc, donc on peut que admettre sa pertinence. C'est pas quelque chose qui te tente, est-ce que tu préfères te concentrer sur ton approche actuelle? Moi j'aime bien rester quand même sur mes approches. Je dis pas que c'est mauvais, bon lui il faut savoir qu'il spot que les longs, donc il est sur une autre vision des choses vu qu'il est sur les actions américaines.
Bah non, mais c'est bien, comme je dis, c'est des bonnes approches, c'est juste que bah, on peut pas tout faire non plus, donc à un moment donné, il faut faire un choix. Moi, j'ai fait un choix, c'est celle du swing trading avec une approche aussi importante sur les seuils psychologiques. Mais je dis pas du tout que il n'est pas impossible que je prenne un trade sur une configuration comme un biseau, un triangle, une opportunité qui se présente. Mais vu que, comme je te l'ai dit, je suis pas tout, faut quand même être présent, faut quand même fixer des alertes. Je sais pas que c'est pas un automatisme pour moi, mais c'est vrai que les sorties de configuration, c'est souvent intéressant à trader, notamment les pullbacks sur sortie. C'est vrai que je serais plus de jouer le pullback sur une sortie de configuration comme un triangle, un biseau, que sur une cassure proprement dit, en fait. Ok, ok. Comme on a vu, d'après ton suivi, les résultats sur le compte moyen terme, donc 4 heures, sont en termes comment dire, de pourcentage de gain par rapport au nombre de pertes, est vraiment excellent. Est-ce que c'est des performances que tu arrives à tenir depuis, et vu qu'on est sur un ratio gain-perte de 1 pour 1 en général, bah, les résultats sont vraiment excellents. Comme on l'a vu, il y a très peu de pertes avec de très gros gains. Depuis combien de temps, en gros, tu arrives à tenir ce type de je sais pas si on peut appeler ça un ratio ou pas c'est vraiment des performances, mais bah, ce type de pourcentage de gain par rapport au pourcentage de perte, est-ce que c'est quelque chose que tu tiens depuis plusieurs mois ou c'est depuis la création de ce compte vraiment que tu arrives à avoir de telles performances? Ouais, depuis plusieurs mois. Bah là, le compte, ça fait pas longtemps que je l'ai ouvert, mais c'est la transcription en fait d'un autre compte. C'est un compte démo sur lequel sur lequel je publie en fait, donc c'est pas vraiment mon compte. Mais ça fait plusieurs mois que je traîne avec ce genre d'approche et ça se passe relativement bien, même si c'est une approche pas très excitante. C'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres choses un peu pour animer le blog, parce que sinon, en H4, depuis, j'ai toujours rien pris, il y a toujours rien qui s'est présenté. Donc, c'est un peu le côté plus ennuyeux de ce genre d'approche, c'est que t'es pas constamment sur les marchés, il y a très peu d'occasions, il faut juste être là quand une occasion se présente. Donc, après, voilà, toujours les mêmes questions de disponibilité et puis d'approche. Ok. Donc il est 18h54, donc on a pas mal de monde qui nous a rejoint. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a 14 personnes sur le chat. Si vous avez des questions à poser à moi, à Bird ou à Roland, n'hésitez pas, c'est le moment. On a notamment Moeb qui nous a rejoint, qui nous a décrit un peu sa journée de trading. Donc sur euro-dollar en 4 heures, j'attends plus de confirmations pour entrer. D'ailleurs ce soir on aura une nouvelle importante avec l'annonce des taux d'intérêt. Vous la sentez comment vous cette annonce? Est-ce que pour vous ça va être une annonce qui va être conforme aux attentes au niveau également de la déclaration du FOMC, ou est-ce que ça peut apporter des belles variations? Par exemple Roland. Bon, moi personnellement les news, si tu veux, je les regarde pas en fait. Je fais comme si elles n'existaient pas, ce qui fait que je le savais pas jusqu'à présent. C'est peut-être un petit peu idiot comme stratégie, mais je peux pas, j'arrive pas à faire tout en même temps, quoi. Je peux pas prendre une position et faire attention à ce que les stats qui vont tomber le soir, faire attention, vont tomber parce qu'il y en a tout le temps, quoi, finalement. Donc j'arrive pas à y faire attention. Donc, je peux pas vraiment, je peux pas te donner d'indication là-dessus. J'ai aucune idée absolument. Je regarde un petit peu savoir qu'est-ce que potentiellement il prévoit, enfin un petit peu sur les calendriers, mais j'ai aucune. Mon avis ne présente pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Ok. Bert, toi, c'est grave. Bert, toi, les news, tu les regardes assez peu, je crois. Est-ce que tu vas quand même jeter un petit coup d'œil ce soir à l'annonce des taux d'intérêt US? Bah, je jetterai un coup d'œil quand ça sera apparu, mais il n'y a vraiment aussi aucune importance pour moi. Même s'il y aura peut-être une forte variation à ce moment-là, mais bon, moi, comme je te l'ai dit, j'ai comme une vision des choses. C'est-à-dire que pour moi, actuellement, on joue les news de la semaine prochaine, et les news qui sortent maintenant sont déjà anticipées par le marché depuis la semaine dernière. Donc, en fait, voilà, moi, je pense que l'impact de cette news, elle sera ou très éphémère ou quasiment nul, ou inverse au résultat. Donc, je suis pas très joueur de casino, donc je m'en fous un peu. Voilà, j'ai vraiment pas aucune importance pour moi l'annonce du FOMC en fait. Ok. Un petit point pour illustrer un biseau, je sais pas si c'est un bon exemple. En M15, là, je viens d'ouvrir une position, Roland notamment. Je viens d'ouvrir une position en 15 minutes. J'avais repéré une sorte de biseau
baissier, donc une dynamique baissière dans la journée avec un mouvement qui s'est affaibli, des plus bas toujours de plus en plus bas mais qui était de plus en plus faible. Actuellement on a une sortie à la hausse de la trendline baissière, j'ai pris position acheteuse pour jouer un retracement de 38.2 du mouvement baissier observé dans la journée. Qu'est-ce que tu penses de ce type de configuration? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses intéressant? Ouais, j'entends un drôle de retour là en fait dans le micro, ce qui fait que je t'entends deux fois avec 10 secondes de différé, donc j'ai pas tout compris. Je pense Mais, que tu as allumé le live en même temps. Ah oui, merde, oui, c'est ça. Ouais, parce que j'avais rechargé la page. Ouais, ok, c'est bon, j'entends. Oui, donc ton biseau, oui, pour moi, ça me semble être une configuration là, tu vois, pas mal du tout, parce on a un mouvement, tu vois, qui est vraiment, dans un premier temps, là, on a eu une phase où ça a bien accéléré, et puis vraiment, là, on va chercher à chaque fois le support en bas, on va le chercher, mais on va pas le chercher fort, on rebondit vite. C'est pas vraiment, on montre vraiment un affaiblissement de la force baissière à mon goût là. Est-ce que tu pourrais mettre pour voir juste une fois le RSI pour voir si ça fait comme ce que je pensais, donc avoir une divergence entre les deux points, voir s'il y aurait une divergence haussière. Enfin, j'ai regardé sur le mien avant pour voir, mais c'est pas très rare ça. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, on a une divergence haussière en effet, c'est-à-dire que sur les cours réels, on a des plus bas de plus en plus bas qui sont de plus en plus faibles, et sur le RSI, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Toi, Ouais, Bird, voilà. qu'est-ce que tu penses de ce type de configuration, juste pour avoir les deux avis différents? C'est quelque chose que toi tu ne traiterais pas, mais est-ce que tu penses que ça c'est une configuration qui peut avoir des bonnes probabilités de réussite? Vous êtes où exactement en fait? Parce qu'en fait, je suis en train de chercher ce que vous spotez, mais je sais pas où Je vous suis êtes. sur le dollar face au franc suisse en 15 minutes, et on a une dynamique baissière dans la journée. On a un espèce de biseau qui se dessine puisqu'on a une belle dynamique baissière, mais des plus bas qui peinaient à être de plus en plus bas, qui étaient de plus en plus faibles, ce qui a créé un biseau duquel on sort actuellement à la hausse d'après mes études. Je dis d'après mes études puisqu'apparemment Matt, j'ai pas d'accord avec mon tracé, il avait pas la même chose que moi, je lui ai demandé tout à l'heure sur MSN. Moi j'ai pris position acheteuse, qu'est-ce que tu penses toi d'une telle position? Bah là, je trouve ça un peu précoce. J'attendrais vraiment une sortie puis un retour sur cette même résistance. Là, vraiment, j'ai du mal à. Non, là, pour moi, ça sera vraiment un peu cavalier de jouer cette sortie aussi rapidement. Alors quelle Ouais. résistance? Ah oui d'accord, donc tu attendrais éventuellement un pullback, c'est ça? Exactement. Ok. Éventuellement, mais bon, ouais, il y a pour l'instant, non, ouais, là, moi, il n'y a rien du tout à faire pour moi sur. Vous êtes en quelle unité de temps, vous m'avez dit? 15 minutes pour moi. Ok, d'accord, attends, ne bouge pas parce que moi j'étais en 1 heure, donc du coup c'est plus du tout pareil, attends. Ok, ouais, donc là, ouais, pour moi, on est encore en dessous. Là, tu es rentré long, c'est ça? Je suis rentré long il y a quelques minutes maintenant. Je suis rentré à 18h53 à 1.0051. Donc pour le moment ça fait plutôt pas mal. Enfin, je suis à plus 6 pips, donc on va voir comment ça évolue. Ouais. Je peux me permettre? Oui. On est seulement sur la résistance là, donc. Ouais. Là, tu vois, la configuration actuelle, tu vois, sur un pullback, c'est vrai que moi, tu vois, là je ne serais pas rentré personnellement parce que j'aurais attendu un pullback, parce que j'attends toujours des pullbacks à ce niveau-là, et ça arrive quasiment toujours, et puis tu sais, ça te permet de serrer les stops, mais là, tu vas pas être dans une configuration, ça va être extrêmement gênant, vu que c'est un biseau, si tu veux, parce que ta pente, la pente de ta résistance n'est pas très très forte. Ce qui fait que si tu fais un pullback, tu vas pas le chercher très très loin. Donc, au bout du compte, tu prends pas un risque terrible. Mais tu peux gagner. En fait, si tu veux, tu t'optimises un peu plus les gains en attendant un pullback. Moi, j'attends globalement sur les biseaux toujours un pullback. Tu as toujours cette phase d'accélération, mais pour moi, ça me semble un petit peu prématuré comme rentrée en position. Mais après, ça me semble. Il faut attendre. Pour moi, il faut attendre un point d'entrée un petit peu. Tu vois, par exemple, là, ça risque de rebondir sur une des moyennes mobiles que tu as tracées. Enfin. Que je vois la plus foncée Voilà, la moyenne mobile exponentielle 200, oui. Ah d'accord, moi je n'utilise pas des moyennes exponentielles donc je peux pas, je sais pas, mais potentiellement ça risque de rebondir dessus et aller chercher la résistance qui va devenir support pour le pullback, voire ça va chercher une moyenne mobile, ça peut chercher un peu n'importe quoi, mais ça devrait à mon avis rebondir un petit peu à la baisse et après repartir après avoir touché la trendline. Bon, c'est mon avis.
Ok, on va voir ce qui se passe. Bah là actuellement on voit qu'on a une amorce de rebond sur la MoineOB exponentielle 200 justement. Donc une éventuelle configuration de pullback qui semblerait se dessiner, qui vous donnerait plutôt raison. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas j'ai pris ce trade par rapport au RSI que tu me demandais d'ajouter. Est-ce que ça confirme ce que tu voulais voir? Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un point vraiment bas là au début de ton tracé. Oui. Et après, tu vois, globalement, en fait, ça forme une sorte de biseau haussier, en fait, si tu veux, de canal haussier sur le RSI. Globalement, t'as des plus hauts, toujours de plus en plus haut sur le RSI, ainsi que des plus bas aussi. Oui. Enfin, depuis plus long terme, en fait. Enfin, là, je suis en différé sur la live, donc j'ai un petit peu de temps, mais tu vois, on a globalement la configuration, une amorce de fin de tendance, quoi, si tu veux. Voilà. Donc c'est mon avis. Pour moi, c'est une des configurations les plus intéressantes au niveau du trading, c'est-à-dire où tu as un RSI, un biseau qui se forme sur les cours et qui forme sur le RSI un complètement différent, si tu veux, une tendance inversée, quoi. Vraiment, là, auquel cas, tu as des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts sur le RSI, alors qu'une divergence normale ne chercherait que les plus bas, si tu veux. Là, on va faire les deux en même temps, donc pour moi, ça me semble être un bon signal au niveau des probabilités, au niveau de la fin de la tendance baissière, si tu veux. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Roland de nous avoir accompagnés ce soir. Un petit peu de pub pour ton site, donc on te retrouve sur le site leforexer.fr, c'est ça? Ouais, merci pour une petite présentation rapide du site. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site exactement? Alors, sur mon site, donc tu vas trouver. En fait, finalement, ça ressemble un petit peu comme Vidéo Bourse. Hein, je ne veux pas faire la concurrence, mais tu vas trouver des analyses évidemment. Tu vas trouver des stratégies. J'ai bientôt publié la mienne, celle que j'utilise à l'heure actuelle. J'en ai publié une précédemment sur mon ancienne stratégie, mais là, je vais en publier une sur celle que j'utilise actuellement. Bon, tu vas trouver des petits articles sur globalement un peu tout et n'importe quoi, sur le trading évidemment. Les experts advisors, donc là il y a quelque chose ce dont je voulais parler, c'est que j'ai publié deux experts advisors, mais ils sont vraiment pas très bons, et je suis en train de préparer un nouveau qui devrait être performant. Mais vraiment, moi sur les experts advisors, c'est pas le fait de publier des experts advisors qui m'intéresse, c'est d'apprendre aux gens, si tu veux. Et j'ai créé un tutoriel MQL4 que je vais compléter. Donc dans la semaine, là, je vais essayer de faire 3 ou 4 nouveaux chapitres, enfin une nouvelle partie. Et vraiment, j'ai essayé de le rendre intuitif. Et ceux qui comprennent pas la programmation, vraiment, je leur conseille de le lire parce que j'ai essayé de faire vraiment au plus simple, vraiment la base. J'ai pas cherché à faire du compliqué. Je suis pas un professionnel de la programmation, mais j'ai essayé de faire quelque chose de simple pour ceux qui n'ont pas de capacité vraiment en programmation, ni en algorithmie, ni quoi que ce soit en codage. C'est accessible, c'est ce que je voulais dire. C'est pas quelque chose de inhumain, des maths partout, des choses comme ça. C'est pas très compliqué. Voilà, donc c'est surtout pour ça. Après, bon, il y a le forum, diverses choses, encore une fois. Mais bon, pour l'instant, vous trouvez aussi des cours, évidemment, comme sur Vidéo Bourse, en vidéo, ils sont. Et je vais un peu le continuer parce que je l'avais arrêté quelques jours et quelques semaines même. Et là, je suis en train de le refaire. Donc, en faire des nouvelles. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous pouvez trouver. C'est pas très changeant, mais c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée Roland. Bird, on termine donc avec toi un petit peu de pub pour lifeisatrade.wordpress.com. Les résultats toujours aussi bons. Là, j'ai jeté plutôt un coup d'œil sur le compte moyen terme. En ce moment, c'est plutôt le compte court terme, donc intraday qui est actif. Tu as de bons résultats également sur le compte court terme? Moyen, j'ai fait une erreur la dernière fois, vendredi dernier, le jour des 4 sorcières. Je suis parti, je suis revenu, j'avais pris 60 pips dans la tête, donc il a pris un petit coup, mais bon, voilà, c'est la vie. Je publie toujours, comme d'habitude, tous les jours des petites vidéos. Et voilà, c'est tout. Ok, par rapport à cette erreur, il y a quoi? Donc juste ton départ, en fait, t'es pas resté devant l'écran, ouais, c'est ça? Je suis parti, j'ai posé la position, je suis parti, je suis revenu, il y avait moins 60 pips, donc j'ai coupé tout de suite. Ok, c'est une erreur que t'as fait également sur le compte réel ou uniquement sur le compte? Non, c'est pas en compte réel intraday, donc c'est juste pour le blog, ça. D'accord. Ok, bah donc également vous retrouvez Bird sur lifeisatrade.wordpress.com. Merci à vous deux, à très bientôt. Bird à la semaine prochaine. Et puis à bientôt sur videobourse.fr sans doute. Ciao. Ciao à tous.